avant Stéphane, c'est de rappeler comment on valorise une entreprise et comment on augmente sa valeur. Tout d'abord, donc, entreprise des décisions, nous sommes conseils en fusion-acquisition d'entreprise. Nous intervenons sur des opérations de 2 à 200 millions d'euros de valeur d'entreprise et on organise le processus de cession de la société, comme les banques d'affaires parisiennes. Et ce qu'on apporte en plus, c'est que lors du diagnostic, on va rentrer dans beaucoup de détails pour essayer de bien comprendre les forces et les faiblesses de l'entreprise, les opportunités et contraintes, et surtout préparer la société à l'opération capitalistique, préparer le dirigeant à vendre sa société, et dans la préparation, on va s'occuper nous-mêmes de la transformation pré-cession qui va permettre d'augmenter la valeur. Et généralement, nos confrères, nos concurrents, banquiers d'affaires, conseillers en cession d'entreprise, vont juste faire un diagnostic, présenter ce diagnostic aux acheteurs, organiser l'appel d'offres compétitif. Entreprise et décision a pris le parti depuis 20 ans maintenant, parce que je suis chef d'entreprise depuis plusieurs décennies, et donc de coacher le dirigeant pour identifier les faiblesses, les transformer en force, prendre les forces, les améliorer, augmenter la croissance, la rentabilité, la résilience de l'entreprise, et au niveau patrimonial et familial, aider le dirigeant à payer moins d'impôts, à maximiser son patrimoine personnel et à sécuriser ce capital pour ses proches. Donc, ce qui fait qu'au total, avec mes associés, on est à 1000 opérations capitalistiques et on va investir en moyenne 2000 heures par opération pour mener à bien la transaction. Voici l'équipe à Paris, Boulogne-Billancourt, une équipe complète et complémentaire. Une présence internationale à travers le réseau Haussmann Finance et Transmission que j'ai créé. Et donc, quand on a des besoins de présence à l'international, nous faisons appel aux bureaux partenaires dans la ville correspondante. Et donc, avant de faire la valorisation, on va donc faire le diagnostic et l'élément principal du diagnostic concerne le management, les dirigeants et les actionnaires. Qui fait quoi? Qui veut faire quoi demain? Que sait faire le dirigeant? Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Qu'est-ce qu'il aime faire? Qu'est-ce qu'il n'aime pas faire? Et sur quoi il est ultra nécessaire et sur quoi il n'est pas du tout aussi important. De telle sorte que même quand un dirigeant veut vendre et quitter la société, on va pouvoir parfois identifier un élément, un point sur lequel il va pouvoir apporter son aide à l'avenir qui va peut-être augmenter très fortement la société. Et tout à l'heure, on va voir que en explorant un détail, on a pu doubler la valeur de l'entreprise. Donc, au début, c'est l'actionnaire, le dirigeant, le management. Évidemment, parfois, c'est l'actionnariat, c'est plusieurs actionnaires, plusieurs managers, plusieurs dirigeants. Ensuite, évidemment, c'est la société. On va analyser précisément le business model, tous les détails des clients, les technologies, les salariés, les compétences, tous les éléments qui font la société. Puis, le troisième axe de travail, l'analyse financière, passé, présent et futur, le budget, la comptabilité analytique, la marge sur coût variable et la croissance et les marges de chacun des produits, de chacun des clients, de chacun des contrats, de chacune des technologies. Et enfin, on va analyser les concurrents, le marché, les entrants potentiels, etc. Puis, on va rentrer dans le détail de chacun des éléments de l'entreprise. Et c'est parfois, avec un petit détail, qu'on va transformer la société. On va analyser les contrats, les rentabilités. Et dans un exemple, par exemple, une société qui faisait 12 millions de chiffre d'affaires, c'était une société de services de nettoyage à Paris. On avait identifié qu'il y avait une société qui n'était pas très rentable. La société, elle faisait à peine 2% de rentabilité. Mais on a surtout identifié qu'il y avait beaucoup de clients et de contrats qui étaient très rentables. Il y avait 3 clients qui représentaient chacun plus que 8% du chiffre d'affaires et qui chacun était déficitaire. Donc le client ne disait pas du tout. Les clients sont rentables. Regardez, la marge brute est positive. Oui, votre marge brute est positive, mais premièrement, elle est inférieure à la moyenne. Et deuxièmement,
quand vous enlevez les coûts de structure, ça fait des contrats qui sont déficitaires. Donc, on a présenté ce sujet aux dirigeants. Ils ont eu du mal à le comprendre. Et une fois qu'ils l'ont compris, ils ont accepté notre proposition qui était d'essayer d'arrêter ces contrats. On a identifié que si on arrêtait ces contrats, si on arrêtait ces 3 contrats, la rentabilité globale de la société passait de 2 à 6% du chiffre d'affaires, uniquement en faisant ça. Et on a même dit, écoutez, plutôt que de les arrêter, proposez aux clients d'augmenter les tarifs en disant, actuellement, vos contrats sont déficitaires, on va augmenter de 20% les tarifs, soit vous acceptez, soit vous refusez. Finalement, 2 des 3 clients ont accepté, et grâce à ça, la marge globale de l'entreprise est passée de 6 à 10%, y compris les coûts d'arrêt du contrat, parce qu'évidemment, il fallait indemniser le client qui a refusé l'augmentation tarifaire, qui a arrêté le contrat. Il y avait des indemnités de rupture anticipée. Et donc, on a multiplié par 5 la rentabilité. Donc, un petit détail peut augmenter fortement la rentabilité et donc la valeur. Quand une société multiplie par 5 sa rentabilité, elle augmente fortement sa valeur. Alors, la valorisation, comment est-ce qu'on valorise une société? Le principal élément de valorisation de la société, c'est le multiple d'EBITDA. Les multiples d'EBITDA augmentent régulièrement depuis 2008 et donc on est passé de 7 à 8, de 8 à 9, de 9 à 10. On a l'impression qu'on stabilise autour de 10 fois l'EBITDA pour les mid-market européens, c'est-à-dire les sociétés de 15 à 500 millions d'euros de valeur d'entreprise. Et après être monté à 11 fois l'EBITDA pendant la période de Covid, aujourd'hui, on est retombé à 10. Est-ce que c'est le début d'une chute, le début d'une baisse qui nous ramènerait à 7-8 fois l'EBITDA? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on est autour de 10 pour les grosses PME européennes, en moyenne, tout secteur confondu. Alors, ensuite, sur les petites PME françaises, on voit que le multiple d'EBITDA est de seulement 5,40. Pourquoi? Il y a une décote de taille. Et ensuite, on est sur des petites PME, donc en moyenne à 3 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est le sous-jacent, c'est toutes les sociétés de 1 à 200 millions d'euros de valeur d'entreprise. Et donc, on voit qu'il y a quand même des écarts de valorisation entre les sociétés de construction qui sont valorisées en moyenne seulement 3 fois l'EBITDA et les sociétés de santé et pharmaceutique qui sont à quasiment 8 fois l'EBITDA. Donc, on voit déjà du simple au double. Et puis, en moyenne, il y a toutes les sociétés de services, de distribution et d'e-commerce qui sont entre 5 et 6 fois l'EBITDA. Donc, on voit qu'il y a l'effet taille, l'effet secteur d'activité. Donc là, on voit qu'on a une autre source qui nous dit que les multiples de valeur d'entreprise vont de 5 à 10 fois l'EBITDA en fonction de la taille. Et même dans les sociétés de 2 à 5 millions, 10% de ces sociétés valent moins de 3 fois l'EBITDA, 10% valent plus que 10 fois l'EBITDA. Et dans les sociétés de plus de 75 millions de chiffre d'affaires, on a 10% qui valent moins de 6 fois l'EBITDA et 10% de ces sociétés qui valent plus que 14 fois l'EBITDA. Ça dépend de la récurrence, du secteur d'activité, de la croissance et de beaucoup d'autres éléments. Comment augmenter la valeur de l'entreprise? Et donc, comment augmenter son patrimoine? On peut augmenter la résilience, on peut augmenter la récurrence. Et donc, par exemple, on a identifié et aidé des éditeurs de logiciels à transformer leur business model de maintenance classique à SaaS. Et donc, la valorisation passe de 1,5 à 5 fois le chiffre d'affaires. Mais c'est la même chose dans les sociétés de services de nettoyage. Il y a des clients qui sont sur 5 ans. Quand on les passe à 1 an, eh bien, on augmente la valeur de l'entreprise. Alors, ça paraît contre-intuitif, mais on a l'exemple de Canal+. Pourquoi ils sont passés de 2 ans des contrats de 24 mois à des contrats de 1 mois? Parce que quand on a un contrat de 24 mois, on rêve d'une seule chose, c'est de résilier le contrat. Or, quand on est sur 1 mois renouvelable, eh bien, on se dit qu'on peut arrêter le contrat chaque jour. Eh bien, finalement, il se poursuit de mois en mois et on voit que le taux de résiliation, il est au final beaucoup plus faible. La fiscalité de cession d'entreprise, elle est relativement faible en France. On est sur une flat tax à 12% d'impôts, 17% de charges sociales. On a plusieurs optimisations possibles, comme le pacte du Treuil, l'apport cession, la niche copée et d'autres possibilités. Évidemment, Stéphane Teboul pourra vous en dire davantage.
Et on a un nouveau round présidentiel qui fait qu'on aura peut-être des changements législatifs à venir. On a probablement une augmentation des abattements et des possibilités de donner avant la succession, donc ce qui va aussi permettre de réduire potentiellement la fiscalité sur la cession de titres et d'entreprises. Ici, quelques exemples de comparables. Quand on doit valoriser une entreprise, ici, un éditeur de logiciel dans le monde de la téléphonie, là, des machines industrielles de traitement de l'eau et de l'air qu'on a dû valoriser récemment. Donc, on va comparer des sociétés qui ont été vendues dans leur secteur d'activité. Et ici, on s'aperçoit qu'on est sur 10 fois l'EBITDA en moyenne. Et enfin, je voulais vous parler donc de 3 cas pratiques sur lesquels on a augmenté la valeur. Donc, dans le cas de Coptis, on était dans le cadre d'une cession d'entreprise en mode client-serveur, en éditeur de logiciel on-premise. Et donc, on a travaillé sur un premier axe qui est le chef d'entreprise qui voulait vendre sa société et quitter l'entreprise. Les acheteurs ont tous estimé que c'était une grosse perte et que le risque de ce départ faisait baisser la valeur substantiellement et que la croissance d'entreprise qui était de 15-20% par an est risquée de passer à 3, 4, 5% par an après son départ, voire même perdre des clients. Et donc, on a écouté le dirigeant, on s'est aperçu qu'elle était prête à rester accompagner la transmission à condition de réduire substantiellement son temps de travail. Et ce qu'elle aime faire et ce qu'elle sait faire et ce sur quoi elle était essentielle à l'entreprise, c'était valider les projets technologiques et valider la stratégie. Et donc, ces 2 questions nécessitaient seulement 2 jours de travail par mois et non plus 20 jours. Et donc, ça permettait de diviser par 10 son temps de travail. Et donc, elle a accepté de continuer à travailler en divisant par 10 son temps de travail. Mais il fallait la remplacer. Et donc, il fallait la remplacer par un directeur général, un DAF. Le directeur général, c'est le directeur commercial de l'Asie qu'on a fait monter en directeur général monde. Et le DAF, on a dû le recruter à l'extérieur. 2 choses qu'on a fait, nous, entreprise et Décision. Et ça a permis d'augmenter fortement la valeur de l'entreprise. Deuxième élément de création de valeur substantielle, c'est qu'on a aidé l'entreprise à passer d'un mode on-premise, client-serveur, en mode SaaS. En seulement 6 mois, ils avaient déjà une offre simili SaaS, mais qui n'était pas du tout exploitée. Et en seulement 6 mois, on a aidé les commerciaux à comprendre cette proposition commerciale, à la proposer aux clients. Et le SaaS, qui représentait seulement 1% du chiffre d'affaires de la société, faisait désormais représenter 50% des nouveaux clients de la société 6 mois plus tard. Et ces 2 actions ont permis de plus que multiplier par 2 la valeur de l'entreprise. Deuxième exemple de création de valeur, c'est Bage. On avait un projet de cession d'entreprise et finalement, pendant les 12 mois de mission d'accompagnement de la cession, on a aidé la société à faire des acquisitions, à tripler son chiffre d'affaires, à multiplier par 4 sa rentabilité. Alors c'est vrai que la société était déjà rentable, mais on a quand même fait tout ça entre le budget de 2018 et de 2020, donc pendant nos 12 mois de mission en année glissante. Et ensuite, plutôt que de vendre la société, on a fait un OBO, c'est-à-dire qu'on a aidé le dirigeant à faire une opération capitalistique avec un fonds d'investissement, faire du cash out pour lui, sa famille, ses proches et les autres actionnaires, tout en restant actionnaire dirigeant et en poursuivant la croissance. Donc la société est passée de 38 millions de chiffre d'affaires en 2018 à 100 millions en 2020 et devrait faire 200 millions de chiffre d'affaires en 2025, alors même que la croissance n'était pas prévue à ce niveau avant le lancement de la mission. 3 exemples d'accompagnement, la société FEJ et comment on a augmenté la valeur. Premièrement, on avait un client majoritaire qui s'appelait Nestlé, qui représentait 65% du chiffre d'affaires de FEJ. Donc, tous les acheteurs ont dit votre société, elle ne vaut rien parce que vous avez un client majoritaire et c'est un gros risque. Si on perd ce client, la société ne vaut plus rien. Tous les conseils dans l'entreprise avaient dit il suffit de trouver d'autres clients et d'arrêter ce client Nestlé. Le problème, c'est que il n'y avait pas d'autres clients potentiels. On a essayé d'en trouver et ça n'allait pas changer la face du monde.
On a fait exactement l'inverse. On est parti voir Nestlé, on a demandé s'ils avaient des besoins de machines industrielles innovantes à l'international. Ils ont dit oui. Et ils ont passé davantage de commandes. Et à l'international, c'est Nestlé Ukraine, Nestlé Pologne, Nestlé Suisse, Nestlé Russie qui ont passé des commandes. Ça multiplie par 4 le carnet de commandes de Nestlé. Ça a augmenté fortement le chiffre d'affaires global de l'entreprise. Ça n'a pas dilué le risque de Nestlé, mais ça a permis à la société de devenir très internationale et diluer le risque de Nestlé France. Nestlé France qui est passé de 65 à 25% du chiffre d'affaires global. Et donc, on a donc très bien vendu la société, même 3 fois le prix demandé initialement par les vendeurs. Et vous aurez d'autres exemples de transactions dans les slides que nous vous enverrons. Et enfin, c'est souvent avec des partenaires fonds d'investissement qu'on arrive à créer de la valeur. Et aujourd'hui, ce sont les fonds d'investissement qui valorisent le mieux les sociétés, en moyenne autour de 10%, voire 20% parfois de plus que les industriels, ce qu'on appelle les acheteurs stratégiques. Voilà pour la partie valorisation et augmentation de la valeur. Et je vais laisser la parole à Stéphane Teboul pour la partie comment devenir rentier. Patrice, tu dois arrêter chez toi le partage d'écran pour voilà. que Stéphane puisse la voir. Oui, ok. Stéphane, on ne t'entend pas. Voilà, j'avais coupé le son pendant l'intervention de Patrice. 2 petites secondes, je retrouve, on va dire, un support de présentation. Voilà, qui est ici. Et qu'on va partager ensemble. Voilà. Voilà, logiquement, il est visible. C'est bien le cas? Oui, c'est bon, c'est bon. Parfait, parfait. Donc, effectivement, il y a une grosse intervention de Patrice et de ses équipes pour valoriser au mieux l'outil professionnel. Et concernant le grand avenir, effectivement, il y a plusieurs pistes. Celle qui paraît logique, puisqu'on parle de rente et de besoins réguliers, c'est évidemment l'immobilier pour la régularité relative des revenus fonciers. Malheureusement, en France, on est vite rattrapé par la patrouille, car les revenus locatifs qui se situent quand même de l'ordre de 3 à 5% bruts sont sujets à des charges de gestion qui sont importantes avant d'être fiscalement et socialement taxés. Donc, dans un premier cas, lorsqu'on est résident fiscal français, la fiscalité n'est pas la même que lorsqu'on est non-résident. Dans un premier temps, on voit un barème d'impôt qui peut monter très très vite à 45%, mais surtout auquel il convient d'ajouter 17,2 de prélèvements sociaux. Donc 30 et 17, ça fait presque 50%, 41 et 17, ça fait presque 60%, et évidemment 45 plus 17, ça fait plus de 60%, sur lequel il faut rajouter, dès qu'on dépasse 1,3 million, on était avec Patrice sur des ventes d'entreprise entre 2 et 100 millions d'euros, ou entre 2 et 200 millions, je crois. Donc, en l'occurrence, si on consacre une partie de la vente à l'immobilier et qu'elle dépasse 1,3 million, on est aussi sujet à un impôt qui est l'impôt sur la fortune immobilière qui entre en jeu. Et le barème, le voilà. Alors, effectivement, à partir d'1,3 million, on a une partie entre 800 000 et 1,3 million qui est taxée à 0,50. Et donc, on oscille entre 0,50 et 1,5% selon la taille de son patrimoine. Dans le cas du patrimoine immobilier français pour les non-résidents, la fiscalité est tout à fait différente puisque la taxation est à 20% au premier euro
puis à 30% à partir de 27 000 euros par an, c'est-à-dire un peu plus de 2 000 euros par mois de revenus fonciers. Donc 30, c'est quand même mieux que 41 et 45, effectivement. De ce côté-là, les non-résidents sont avantagés, mais enfin, 30 plus 17,2, ça fait 47,2, auquel il faut rajouter l'impôt sur la fortune immobilière si on est sur des sommes importantes. Donc, a priori, je déconseille formellement l'immobilier détenu en France. L'immobilier en Israël est, à mon avis, assez évident pour une résidence principale quelques années après l'Alia. Cet immobilier israélien, depuis une vingtaine d'années, a été clairement le meilleur déplacement, car la loi de l'offre et de la demande fait que cette demande étant très soutenue, les prix ont beaucoup monté, mais surtout dans le centre, Tel Aviv et Jérusalem, malheureusement, les loyers sont relativement faibles, car les Israéliens ne peuvent suivre les hausses très très importantes de valorisation des actifs immobiliers. Donc, est-ce que les valorisations de cet immobilier vont continuer de monter jusqu'au ciel? Nul n'en est sûr. Et puis, malheureusement, le shekel s'est terriblement apprécié pour les nouveaux immigrants. Donc, il nous reste, à mon avis, alors ça ne veut pas dire que j'élimine l'immobilier israélien, mais en toute chose, il faut éviter d'être excessif. On ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Donc, effectivement, il faut aussi s'intéresser à cet immobilier européen non français, c'est important, qui depuis plusieurs années délivre des performances de l'ordre de 5% net d'impôts. L'immobilier européen est moins cher en général que l'immobilier français ou israélien. Les taux de taxation sont plafonnés à 20%. Il n'y a pas de taxation supplémentaire en Israël, car il faut comprendre que l'impôt qui a été réglé dans le pays où se situe le bien est inférieur à l'impôt qu'on paierait en Israël, donc on n'a pas une deuxième tranche d'impôt, et puis on a surtout une absence de prélèvements sociaux de 17,2 et une absence d'impôt sur la fortune immobilière sur les non-résidents. Comment l'État français pourrait-il taxer un Israélien qui détient des biens en Allemagne ou en Angleterre? Voilà, donc on a là une piste, on va dire, de régularité pour des revenus. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas être placé en immobilier en totalité. Donc, les valeurs mobilières me semblent absolument importantes. Elles s'opposent aux biens immobiles. Il faut un petit peu des deux, bien évidemment. Et il convient de conserver une partie importante de son patrimoine en actifs qui sont facilement mobilisables. Là, à mon avis, le doute n'est pas permis pour de multiples raisons que j'ai déjà développées, mais que je continuerai de développer. Ces sommes doivent être logées au Luxembourg, soit en contrat d'assurance vie, soit en contrat de capitalisation. Le sujet d'aujourd'hui n'était pas de développer la présentation au Luxembourg, puisqu'elle est relativement longue et elle nécessite à elle seule une réunion. Mais enfin, quand même, on comprend qu'à travers ces contrats luxembourgeois, on accède à partir de la plateforme qui est le Luxembourg à de multiples fonds, c'est-à-dire tous les fonds obligataires au monde, qui actuellement ne sont pas forcément recommandables parce que les taux des obligations, notamment les obligations d'État, sont en train de remonter de manière importante, ce qui est relativement négatif pour un portefeuille obligataire. Par contre, on trouve sur des durées courtes des obligations entre 8 et 10% par an, et ça, on ne les trouve pratiquement qu'au Luxembourg. Il y a bien évidemment d'autres actifs. Il y a les fonds actions également. On est dans une situation un petit peu délicate en ce moment. Je pourrais le développer une autre fois. Les fonds flexibles, c'est-à-dire qu'il y a un pilote dans l'avion avec un gérant qui peut effectivement utiliser des obligations, des actions, de l'immobilier, des liquidités, des matières premières, et qui par moment, quand le ciel s'obscurcit, va être particulièrement prudent. Et par contre, quand à nouveau on est dans une situation porteuse, eh bien, il peut lâcher la bride et permettre au portefeuille d'aller chercher des performances.
Et enfin, il y a ce que j'appellerais le placement ultime, qui est le private equity. Le private equity est effectivement quasiment impossible pour un particulier lambda, puisque, enfin impossible, non, mais très difficilement accessible, puisque dans un premier temps, le private equity a été réservé à des États, à des fonds souverains, a été réservé dans un deuxième temps à des institutionnels comme les banques, comme les compagnies d'assurance, et effectivement, quelques particuliers avec des family office qui pouvaient verser 20, 30, 50 millions d'euros. Et aujourd'hui, à nouveau, enfin, ou plutôt, c'est vraiment très, très récent, depuis peu de temps, un peu moins d'un an, ce private equity est accessible à partir de 100 000 euros. Donc ça sera un prochain sujet parce qu'on ne peut pas survoler tous les placements, effectivement, et les traiter en profondeur. Donc, il y aura prochainement, Rachel, tu as la date en tête sur le private equity, je crois que c'est le 12. Oui, c'est le 12, c'est la semaine Voilà. prochaine, jeudi 12 Le 12 mai, on aura une présentation sur le private equity. En ce qui me concerne, j'ai à peu près fini ce survol. Je voulais rajouter un élément quand même sur l'immobilier en France pour les résidents, pour les non-résidents. Il y a quand même un souci fiscal puisque les non-résidents cherchent la plupart du temps à payer l'impôt dans l'endroit où ils se trouvent, ce qui est un petit peu moins compliqué. En l'occurrence, lorsqu'on parle d'Israël ou d'un autre ou de n'importe quel pays dans le monde pour les non-résidents, l'État français cherche quand même à taxer ces personnes qui sont parties. Et il y a un article, ou plutôt un alinéa, le 3e alinéa de l'article 4B du CGI, qui indique que l'impôt sera payé en France si, en France, la France arrive à déterminer que c'est le centre des intérêts économiques, voilà le terme consacré de l'article 4B alinéa 3 du CGI. Donc, si la France reste le centre économique des placements de ce client ou de ce contribuable. Donc, effectivement, le but, c'est d'essayer de ne pas détenir trop de biens. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas en détenir du tout, mais il faut en détenir, en tout cas, au moins que la moitié de son patrimoine. Donc, il faut faire très, 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 très attention aux inférences de tout ce qu'on peut être amené à faire.